Salut YouTube, je sais que ça fait énormément longtemps que j'avais pas publié une vidéo et en même temps je voulais prendre une petite pause pour me laisser le temps de lire tous les Harry Potter et finalement aujourd'hui je suis prête à vous présenter mon top 7 et 8 de mes Harry Potter en ordre de préférence. Je vais commencer avec les livres parce que avant qu'il y ait des films, il y a des livres. Ça a été basé sur un livre. Alors, je vais commencer avec le top 7. En septième position, nous avons Harry Potter à l'école des sorciers. Oui, certes, vous allez probablement hurler dans les commentaires en apprenant ça, mais oui, vraiment, à l'école des sorciers, que ce soit le livre ou le film, c'est vraiment... Ça, pour être plus clair, quand j'ai lu les livres pour la première fois, je les avais lus un peu pas le bon ordre. On a commencé par le 3, ensuite le 4. Je me souviens plus trop après c'était quoi. Mais je me souvenais, il me manquait le 1 et le 5 à lire. Certes, j'avais commencé le 5, mais une chose en entraînant une autre, j'ai fini par lire autre chose. Mais j'ai jamais été capable de commencer Harry Potter à l'école des sorciers. C'était... Je sais pas, il y avait un truc qui... C'était le début probablement. Le début quand tu rentres... tu découvres le monde d'Harry Potter. Et c'est souvent ça qui fait que pour certaines personnes, il est quand même haut placé dans l'ordre. Parce que justement, tu rentres en plein dans le monde magique de Harry Potter et c'est sûr que c'est intéressant et c'est le fun. Mais bof, je me souviens, c'était le film que j'ai moins regardé. C'est celui que j'aime le moins. C'est ça. J'ai pas d'autre explication. À la sixième position, nous trouvons Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Certes, le film a fait quelque chose de vraiment génial avec ce livre, mais bof, oui, c'était intéressant. C'était le livre du prisonnier d'Azkaban, qui est quand même une histoire intéressante où qu'on voit Voldemort nulle part. C'est vraiment centré sur le personnage de Sirius Black et les maraudeurs. Mais en fait, il y a quand même une scène que j'ai vraiment aimée dans le livre, c'est justement parlant des maraudeurs. Lupin qui révèle un peu... c'était le groupe qui formait avec James. Ben justement, dans le livre, la conversation est plus longue et on en apprend beaucoup de choses, beaucoup plus de choses sur le père de Harry qu'il est montré dans le film. Et c'est très bien aussi. Il essaie de gagner du temps pour essayer de mettre les choses quand même plus importantes à l'écran. Donc oui, à part ce bout-là, et qu'on apprend comment Hermione obtient le retour de temps, mais à part ça, je sais pas. Bon, j'avais eu l'impression de lire un livre pour enfants. Ce qui est bizarre parce que des fois, quand je regarde des dessins animés pour enfants, bon, certes, cette histoire avec le chat dans le chapeau, que c'était un film que j'adorais écouter quand j'étais plus jeune, et ça a plus ou moins passé que quand j'étais plus jeune. Donc oui, c'est probablement juste une question de principe et de goût. On enchaîne avec le cinquième, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Évidemment, il s'agit de ce livre et la traduction de mon personnage préféré en la personne de Ginny Weasley. C'est vrai, on en apprend un peu plus sur Voldemort. Et aussi, je dois avouer que La Chambre des Secrets, c'est quand même une histoire qui me plaît bien. Le film, j'arrêtais pas d'écouter tout le temps. Mais on reviendra pour les détails du film. Certes, le combat à la fin contre le basilic, il dure un petit peu plus longtemps et ça se passe différemment que dans le film. Mais ça, je vous reviens avec la vidéo qu'on fait les comparaisons des scènes entre le livre et le film. Bah déjà, on apprend aussi dans le livre que, ben,
Percy a une petite amie et elle s'appelle Penelope Dauclair. Oui, exactement la personne que Hermione essaie de se faire passer dans le set. Et ça a plutôt bien marché. En même temps, on peut pas résister à une fille, hein. Ouais. Et je dois avouer qu'il y a autre chose que je trouvais intéressant aussi. Étant donné qu'on est dans la tête de Harry et nécessairement on a accès à ses pensées, on voit à quel point ça le blesse le fait que tout le monde est retourné contre lui, tout le monde qui pense qu'il est l'héritier de Serpentard. En fait, non. Mais bon, tous les détails, on apprend ça dans le tome 7. Hein? Bon, oui. Donc, ben, c'est tout pour mon explication pour la Chambre des Secrets. On passe au prochain. À la 4e position, nous avons Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Certes, c'était la première fois que je lisais, mais j'avoue, j'ai bien aimé ça, toutes les scènes avec l'armée de Dumbledore et aussi les scènes qu'il n'y avait pas du tout dans le film, que je les voyais pour la première fois. Par exemple, la scène dans la volière avec Cho. Comme je viens de le dire, c'était vraiment la première fois que je lisais cette scène et ça donnait une toute autre manière de voir les choses. Et comment qu'elle l'aide de se sortir, de s'en sortir face à Rusor. Ça, c'était bien le fun aussi. Et aussi, on apprend dans le livre, que Ombrage elle surveillait tout le courrier. Ce qu'on n'a pas nécessairement vu dans le film. Aussi, la fameuse scène au café, au salon de thé de Madame Piédodu. Cho qui se met à être jalouse d'Hermione. Ouais. Peut-être que Hermione a raison sur un point que Harry il sait pas trop comment faire avec les filles, mais en même temps... C'est vrai, dans un autre sens, Cho ne connaît pas nécessairement Hermione. Et avec cette histoire qui a éclaté l'année précédente, on se souvient avec le journal que Rita Skeeter avait écrit que Hermione était avec Harry, puis maintenant elle s'en va avec Ron. Ce qui était faux, évidemment. Quand même, Cho, on aurait juste pas dû s'inquiéter autant pour ça. Et à matin, je pense que Harry aurait dû la prévenir que, ok, je vais rejoindre Hermione au Troballet, mais elle m'a dit que c'était important. Et il devait au contraire la rassurer et dit, comme Hermione dit après, au contraire, t'aurais dû lui dire, il faut que j'y aille au Troballet rejoindre Hermione, mais j'aimerais autant passer toute la journée avec toi. Comme on dit souvent pour une question de relation, il faut un garçon qui ressent les choses. Et aussi qui peut tenter de comprendre un peu qu'est-ce que ressent la fille. Oui, j'ai un peu repris ce passage-là dans le film avec The Rock. C'est L'île mystérieuse, c'est la suite de Voyage au centre de la Terre. Oui. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce que peut ressentir la fille. Parce que la fille peut être émotive. Comme qu'elle peut pas être émotive du tout, hein. C'est quoi être émotive au final? Bon, en tout cas. On passe au prochain. On arrive avec la 3e position, avec Harry Potter et la Coupe de Feu. Certes, certaines personnes pourront vous dire que c'est vraiment leur tome préféré et certes, on en apprend beaucoup de choses sur le monde d'Harry Potter. Je trouve que cet élargissement de connaissances à propos du monde d'Harry Potter est beaucoup plus... Comment je pourrais dire ça? On apprend beaucoup plus de choses que dans le tome 1. Et c'est pour ça que je préfère le tome 4 au tome 1. On apprend qu'il y a d'autres écoles de magie, que c'est pas juste en Angleterre que la magie se passe, que c'est vraiment partout dans le monde. Et on finit par comprendre plus tard dans les Amours Fantastiques qu'il y a une école en Amérique, les Vermontnis. Et on apprend à connaître les personnages qui viennent d'autres pays, assister au tournoi des 3 sorciers en la personne de Fleur de Delacour et Victor Krum. Et aussi, comme Hermione le dissiperait si bien, on va y arriver,
le but du tournoi des trois sorciers est se faire des amis partout dans le monde. Et moi, je trouve ça vraiment génial. C'est pas parce qu'ils sont de d'autres pays qu'on ne parle pas la même langue qu'on peut pas forcément bien s'entendre. Et c'est aussi un thème qui est pas mal récurrent dans mon roman. Ils viennent peut-être de plusieurs pays différents, mais en fait, ils sont pareils au fond. Je veux dire, c'est ça être humain. Comme le dit si bien Guru Pathik dans Avatar et le dernier maître de l'air. Nous formons tous un seul et même peuple, l'humanité, mais nous vivons comme si nous étions séparés. Et ça, tu peux le dire, Guru Pathik, hein? Autre chose qui est bon aussi dans Harry Potter et la Coupe de Feu, le labyrinthe. Bon, certes, je parlerai de la première tâche quand on va être rendu pour les films. Mais le labyrinthe, comment dire, est beaucoup mieux exploité dans le roman que dans le film. Déjà, avec l'araignée, le détraqueur, et finalement il raconte Cédric, quelque part. Certains ont vu un peu qu'est-ce que les autres participants, les autres champions font. Mais c'est vrai que j'aurais aimé voir un petit peu plus d'action. Ah oui, on voit Charlie dans ce tombe. C'est tellement génial. Et Bill aussi. Et oui, parlant de Bill, on a enfin la fameuse rencontre entre Bill et Fleur. Ça me fait tellement du bien de savoir c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés et que leur relation n'a pas juste popé comme ça au hasard. Bon, alors pour en venir à Charlie, dans le film, Charlie est juste pas là. Et dans le livre, c'est Charlie qui va parler à Hagrid. Et je pense que Harry est là aussi. Je sais plus. Bon, ben, je pense que c'est tout pour Harry Potter 4. On va passer au suivant. Donc, pour le deuxième, j'ai évidemment Harry Potter et le prince de 100 000 livres. Pendant longtemps, ça a été mon préféré. Parce qu'évidemment, la romance se développe dans ce volet-là. Et bien sûr, dès qu'on touche à la romance, ça vient titiller un peu mes sens. J'aime la romance, en gros. Et aussi, dans le livre, on apprend plein de choses sur Voldemort. Ça peut vous paraître bizarre, mais j'aime beaucoup les personnages de Voldemort, comment il est créé. Il est compliqué à la fois, avec son enfance et avec ce qu'il a vécu. Finalement, on se pose la question. Est-ce qu'il y avait une bonne raison de faire tout ça ou pas? Mais bon, on va pas se lancer dans un débat si oui ou non Voldemort avait pris la bonne décision à ce moment-là. Maintenant que j'y pense, probablement pas. Y a-t-il autre chose à dire pour le 6? Ah oui. Le personnage de Drago est complètement... Je dirais pas démoli, mais... La pièce est tout simplement retournée. On avait toujours vu Drago Malfoy comme sa petite biche qui fait toujours. Mais là, tu vois un Drago Malfoy torturé. Et Mimi Génia prend pitié de lui, puis elle a quasiment un kiff dessus, je dirais. Bon, pas autant que Harry, bien sûr. Mais tu vois Drago Malfoy pleurer. C'est pas n'importe quoi quand même. Oui, il commence à se délaisser aussi, à délaisser ses amis, bon, en la personne de Crabbe et Goyle. Finalement, peut-être la théorie qui serait peut-être devenue un loup-garou aurait été crédible. Parce que tu vois qu'il a un peu l'air malade. Mais en même temps, le stress peut avoir un effet sur notre corps. Donc, forcément, Draco vivait tout simplement un stress vraiment intense. Ouais, faut que tu double dose, sinon tu meurs. Et ta famille avec. Je pense qu'effectivement, c'est un gros stress. Et effectivement, c'est tentative qui marche pas. Je pense qu'à un moment donné, tu peux pleurer parce que t'es plus capable, là.
Bon, c'est bon pour le prince de s'en mêler. On enchaîne avec la première place. La première place, et comme vous pouvez le constater, il s'agit de Harry Potter et les reliques de la mort. Qu'est-ce qui me plaît vraiment dans ce tome, c'est, de un, on casse la routine qu'il y avait dans les 6 premiers tomes. Aller à Poudlard. Mais Harry n'est pas retourné à Poudlard cette année-là. Il a parcouru le pays, je peux dire, à la recherche des Horcruxes. Jusqu'à finir par tomber sur les reliques. J'ai mis ce livre en première place parce que ils sont quelque part en train de chercher les Horcruxes. C'est pas une partie de plaisir. Comme Harry dit dans le 5, quand on est à l'école, on peut toujours faire des erreurs, mais dans la réalité, quand on est à 2 doigts de se faire massacrer ou voir un ami mourir en plein sous ses yeux. Effectivement, il y avait de la sagesse dans ces paroles. Parce qu'ils sont en quelque sorte en sécurité nulle part, même si on la tente, même si on a toutes les sortilèges et même si on la capte. Parce que quand on y pense, Voldemort a failli la voir cette nuit-là à Godric Hollow. C'est vrai que dit de même, on dirait que je parle de la nuit où que Voldemort a été détruit. Mais ça peut revenir au même, effectivement. Autre chose que j'aime bien dans ce livre aussi. Laissez-moi réfléchir. Déjà, toute l'intrigue qui entoure Rogue et Lily. T'arrives au chapitre, on voit le souvenir de Rogue. Déjà, il y a des souvenirs qu'on voit pas dans le film. Et tu réalises que, Rogue aimait Ginny. Non, pas Ginny. Oh, c'est un peu bizarre. Aimait Lily. Et il a même changé son patronus. Juste pour dire que quand t'aimes vraiment quelqu'un, t'es prêt à tout pour lui. Ou elle. Quoique c'est pas comme dans le cas de Tonks, que finalement, elle a changé son patronus pour celui d'un loup. Parce que, effectivement, celui de Lupin était un loup. Malgré le fait qu'il l'aimait pas vraiment. Parce qu'on voit... Je pense qu'il s'est expliqué dans le 3, justement... Lupin aime pas utiliser son patronus corporel quand on voit l'animal, parce que ça lui rappelle qu'il est un loup-garou. Finalement, ça nous fait poser une autre question. Le patronus, est-ce que c'est nécessairement le même animal qu'un animagus? Une magie? Ah, probablement qu'une magie, c'est au pluriel. Eh bien. Mais McGonagall se transforme en chat. Et quel est son patronus? Un chat. Pour les maraudeurs aussi, c'était ça. Donc on peut en conclure que Petit Gros, son patronus était un rat. Mais probablement qu'il n'a pas été capable de réussir ce sortilège-là au moins une fois dans sa vie. Parce qu'il y avait un peu de misère à l'école, contrairement à James, c'est sérieux, c'est Lupin. Oui. Autre chose que j'aime aussi dans cet ultime tome, c'est la scène avec le 19 ans plus tard. Non seulement tu découvres que Harry et Ginny se sont effectivement mariés et ils ont eu des enfants, et il a aussi nommé ses enfants en l'honneur des gens qu'il avait perdus. James, Sirius, Albus Severus et Lily Luna. Quoique Luna, il l'a pas vraiment perdu, mais pour montrer que c'est une amie quand même importante pour elle. Ah, et on apprend aussi que Neville est devenu prof de botanique. Bon, c'est sûr, les enfants, on va plus les connaître dans l'Enfant maudit, mais de voir qu'il y a effectivement une famille et une famille aimante, ça nous fait du bien au fond. T'as vécu Voldemort et pour récompense, tu peux te marier avec Ginny. Si c'est pas génial, ça. Ouais. Et la bataille. La bataille de Poudlard, t'as sens vraiment fessé au fond de toi parce que on suit les pensées de Harry et Harry est en plein dedans. Et on assiste aussi à la mort de Fred. Et c'est pas une scène jolie. Même chose pour la mort de Dobby.
Ouais, en fait, Fred est mort dans un éboulement. Et je sais plus c'est qui produit cet éboulement. Mais Percy c'est juré qu'elle allait se venger. Ah oui, une autre affaire qui est pas montrée dans les films. Percy est revenu. Tu le vois juste à la fin, puis tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Eh bien, il était revenu et il se battait justement avec Fred à ce moment-là. Et là, tu vois, Percy s'effondrer comme il l'avait jamais fait avant. Même quand Pénélope de Claire avait été. C'est quoi le mot déjà? Pétrifié, c'est ça. Tu l'avais jamais vu aussi perturbé que ça. Et évidemment, il fallait qu'il continue parce qu'il fallait qu'ils poursuivent leur chasse aux Horcruxes, même dans cet enfer. Bon, c'est pas mal tout pour le livre. On enchaîne avec les films. Nous avons à la 8e place Harry Potter à l'école des sorciers. Et oui, comme que je l'ai dit au début de l'autre top, effectivement, Harry Potter à l'école des sorciers, que ce soit le film ou le livre, se retrouve à la dernière position. C'est celui que j'aime le moins. Et c'est pas mal aussi pour les mêmes raisons. Quoique j'ai été capable d'écouter le film et comparativement à lire le livre. Mais au début, t'es vois pas encore amis, certes, le moment où il devient le Golden Trio dans le film, scène supprimée, est quand même une scène iconique de la série. Mais non, oui, certes, je commence à trouver ça un petit peu plus intéressant quand ils deviennent enfin un trio. Parce que Ron, qui arrête pas d'acheter Hermione, je dois avouer que c'est pas le fun. C'est ça, il n'y a pas grand chose à dire. Quoique la conversation avec Dumbledore et Harry à la fin, c'était quand même touchant. Nicolas Flamel va mourir. Mais il a fait tout ce qu'il avait. Qu'est-ce que je veux dire, moi? Ben, je veux dire, il avait fait ce qu'il avait à faire. Il met ses trucs en ordre, quoi. Mais sinon, dans ce film, il n'y a pas vraiment eu ce qu'il fallait pour le mettre plus haut dans le classement. On enchaîne ensuite avec celui à la 7e position, l'Ordre du Phénix. Oui, je l'ai mis un petit peu plus haut dans les livres, mais pour être honnête, le 5e film, c'est un que je voyais le moins avec le premier. Certes, Marine Notarier a raison sur ce point. Harry Potter, son. Oui, certes, c'est normal qu'il soit en colère. Le fait que Dumbledore l'ait pas prévenu, qu'il avait rassemblé l'Ordre du Phénix et tout ça, ben nécessairement ça peut rendre quelqu'un en colère. Et finalement, il se rend compte que Dumbledore a fait une erreur. Que oui, les grandes personnes peuvent faire des erreurs. Faudrait que j'applique ce conseil à moi-même aussi. Mais il y a quand même un caractère de marde. Sérieux. Mais c'est expliqué dans le livre, justement. Le moment où il pète sa coche après Dumbledore, avec les Weasley quand ils sont dans le bureau, pas la fois qu'ils sont tout seuls puis que Harry se met à péter plein de choses dans son bureau. C'est parce qu'il s'était senti comme un serpent. Quoique la meilleure explication, ce serait que ben, il y a une connexion avec Voldemort à ce moment-là. Voldemort il est toujours Dumbledore, hein? Donc à ce moment-là, ben j'imagine que les pensées de Harry se sont mélangées avec Voldemort. Pas comme qu'il est en train de rêver. Mais je sais, il a partagé la rage de Voldemort pendant un instant, il a pété sa coche à Dumbledore. Mais c'est vrai que j'ai oublié de mentionner dans le 5e livre la scène où Harry il pète sa coche devant Dumbledore puis lui il fait rien, il fait juste le regarder. Ça, je dois avouer que ça aurait été intéressant si on le mettait dans le film. S'il l'aurait mis dans le film. Là, ça aurait été intéressant de voir éclater sa colère. Pas éclater sa colère
tout le temps. Au début et à la fin, ça aurait été bien. Mais équiper sa cochonne, ça plaît pas. Il y a aussi le truc des préfets aussi, qui ont pas mis dans le film. Manque de temps, évidemment. Bah. Et aussi, j'ai pas encore parlé d'Ombrage. Effectivement, Ombrage, je la déteste. Comme pratiquement toutes les potterettes qui m'écoutent, tout le monde aime Ombrage. Mais comme j'ai dit dans ma tier list, l'actrice, elle nous a vraiment fait vivre notre haine pour Ombrage. C'est pas une raison pour la détester pour autant. Je la vois dans le film, et évidemment, je détestais tous les moments qu'elle apparaissait avant, mais pour reprendre ce que je dis, à chaque fois que je la vois je vois ces scènes dans le film, je me dis, waouh, elle fait vraiment un très beau travail. Comme Rogue. Autre chose aussi, qu'est-ce qu'on voit pas dans le film, c'est la fameuse attaque envers McGonagall. Ils sont en train de passer leur buse en astronomie et ils voient ça dehors. Ça aurait été vraiment intéressant de voir ça à l'écran. Et à mon avis, ça me semble quand même important parce que McGonagall part à cette mangousse. Il n'y a plus aucun soutien d'adultes dans l'école et tout le monde repose sur Harry. Mais il y a aussi la bataille du ministère de la magie. Les deux sont vraiment différentes. Mais le livre nous permet de voir beaucoup plus de choses. Compartiment dans le film, c'est... Ils ont tenté de gagner du temps, effectivement, comme je le disais. Bon, on passe au prochain. À la 6e position, nous avons Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1. Partie 1, oui. C'est un peu les mêmes raisons pourquoi j'aime le livre et pourquoi j'aime le film. Ce sont les mêmes, en gros. Qu'on casse la routine d'aller à Poudlard. Et je trouve qu'ils ont quand même bien représenté ça à l'écran. Mais pas assez pour le faire monter plus que ça dans le classement. Certes, la mort de Dobby a été vraiment un moment tragique et je suis sûre que ça a bouleversé tout le monde dans la salle quand on est allé voir au cinéma. Je me souviens, je suis allée voir en avant-première. Et j'ai vu la réaction des gens autour de moi. Certes, certains avaient vu le film et d'autres non, mais c'est quand même une surprise pour ceux qui n'avaient pas lu le livre. Oui, Dobby était un personnage formidable. Il méritait pas de mourir. Mais forcément que J.K. Rowling avait une bonne raison de le faire mourir. N'est-ce pas? La scène du ministère était fun. On sentait que la mission était dangereuse, mais ils l'ont fait quand même. Et il y a aussi, bon c'est sûr, on ne nous a pas montré les 4 semaines, je sais plus, qui se sont déroulées au 12 Square Grimmauld. Et à quel point Créature est devenue un ange qui leur faisait à manger et tout ça pendant qu'ils préparaient leur plan. Ça aurait vraiment été génial de voir ça dans le film. Et quand on apprend de la bouche de Créature qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'il avait vu au bord du lac, je pense qu'on apprécie encore plus en profondeur le personnage de Créature. On enchaîne pour le prochain? La 5e position, il s'agit de Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Oui, les deux sont quand même assez proches. C'était difficile de vraiment déplacer à la bonne place. Et finalement, j'ai réussi. Qu'est-ce qui fait que je préfère la deuxième à la première? C'est... Bon, certes, la scène qui se regroupe dans la salle sur demande, c'est vrai que c'est un moment fort en animation, et quand Ginny arrive, ça l'est encore plus. Mais c'est vrai que la scène des 7 Potter au début, c'était vraiment le fun. Et le sacrifice que Edwige avait fait pour Harry, on l'a pas dans le livre et c'est très décevant. Mais c'était vraiment intéressant qu'il nous ait montré ça dans le film.
créé ce moment-là, pour être exact. Et sinon, une autre chose aussi, la bataille. Le fait de voir la bataille de Poudlard sous nos yeux, ça fait un choc quand même, mais c'est intéressant de découvrir comment ils ont montré ça. Déjà, la scène où ils font exploser le pont, je me souviens plus s'il y avait ça dans le livre, probablement pas, mais c'est vraiment très satisfaisant à voir. Oui, certes, c'est le pont où que Lupin et Harry ils ont parlé de James Lee, mais c'était vraiment très jouissif de voir ça. Ouais, la bataille. J'ai vraiment aimé ce moment. Certes, plein de monde mourait. Mais c'était très beau à voir. Par contre, la scène avec le combat. J'arrive pas à dire si je préfère celle du livre ou celle du film. Ben, c'est vrai que le combat entre Molly et Bellatrix, c'était vraiment du génie. J'ai vraiment adoré cette scène. Ginny qui tente d'affronter Bellatrix toute seule. Et il y a aussi le bout dans le livre où que Harry, il la sauve. Parce que si Harry avait pas été là à ce moment-là, je pense que Ginny serait morte. Ouais, ça aurait été intéressant de montrer ce détail aussi. Oui, parlant de la cape d'invisibilité. C'est pas du tout la même chose dans le film que dans le livre. Dans le livre, ils sont quasiment tout le temps avec la cape d'invisibilité. Dans le film, ils la portent quasiment jamais. Et de voir à la fin les enfants, c'était bien mignon. Par contre, je suis déçue de ne pas avoir vu Teddy et Victoire en train de s'embrasser, évidemment. Mais c'est vrai que on aurait voulu en apprendre plus sur Teddy. Qui finalement, il a grandi sans parents, mais avec son parrain Harry Potter. Oui. Bon, ben je pense que c'est tout pour celle-là. On passe au prochain. À la 4e position, ça tombe bien, c'est Harry Potter et la Coupe de Feu. 4. Oui. Certes, on a vu vraiment des belles scènes dans le film, notamment la première tâche. Pour pas se tromper. J'ai aimé que Harry vole autour des tours de Poudlard, puis que le dragon il est en train de le poursuivre. T'avais pas ça dans le livre, et ça, je trouve ça vraiment génial qu'il ait pensé à l'ajouter. Le bal de Noël, comment c'était montré. Oui, j'aime bien la scène, mais c'est vrai que j'aurais aimé voir la petite discussion entre Hagrid et Madame Maxime. Certes, on doit skipper plein d'affaires d'Harry Potter dans la Coupe de Feu, et c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut dans mon classement. Mais de ce qu'on a vu de la Coupe du Monde de Quidditch, c'était vraiment intéressant. Et c'est vraiment dommage qu'il ait coupé juste avant que le match commence. Non, mais je veux dire, le match a commencé, puis après ça l'a coupé. Mais je suis quand même contente des scènes que tu as eu dans ce film. Par exemple, la rencontre. Genre, non, pas la rencontre. Quand les candidats de Beauxbaton et de Tom Strong arrivent, ils font leur petit spectacle. Ben ça, c'était pas dans le livre, et je suis vraiment contente qu'ils aient fait ça. Par contre, je suis contente qu'ils aient pas mis la petite toune d'Harry Potter. Que dans la scène supprimée, t'es vois tout en train de chanter, puis qui Dumbledore est avec sa baguette comme un chef d'orchestre. Je suis bien contente de pas avoir vu ça, parce que c'était un peu malaise. Mais j'admire le défi qu'ils ont tenté de faire ici. Que tout le monde qui chante, pas nécessairement juste, mais en même temps, pour leur présenter un hommage. Pour leur dire qu'ils sont fiers de s'accueillir dans leur école. Quand même, j'aurais aimé ne pas voir ça. Autre chose aussi que j'ai aimé dans la Coupe de Feu, c'est ça, c'est le personnage de Cédric. Je l'avais pas vraiment réalisé avant, quand j'étais plus jeune, mais quand ça fait plusieurs fois que tu le lis, tu apprécies tous les moments qu'il y a avec Cédric, parce que tu sais que ça ne durera pas. Oui, ça finit que Cédric est devenu un de mes personnages préférés. Pas autant que
que le Golden Trio et l'Argenté, avec Ginny, Neville et Luna. Mais c'était quand même un pouf-souffle qui nous a tous impressionnés. Et oui. Repose en paix, Cédric. Bon, j'ai-tu autre chose à raconter pour la coupe de feu? Non, je pense que c'est bon. On passe pour la 3e place. À la 3e place, nous trouvons Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc on arrive dans le top 3 avec la Chambre des Secrets. La Chambre des Secrets, le film, je l'ai vu des centaines de fois et j'adore vraiment l'histoire. Je le connais quasiment par cœur, contrairement au premier. Bon, certes, il y a certaines scènes qu'on voit pas, mais moi, je pense que j'ai vraiment été fière de l'adaptation que Chris Columbus a fait du 2. C'est pour ça qu'il est aussi haut dans mon classement. Mais c'est vrai que les 2 premiers, je les aime encore plus. Parce que je les ai vraiment écoutés beaucoup plus souvent que le 2. Quoique le 2, je l'ai écouté souvent aussi. Ça revient quasiment au même quand je dis ça. Bon, quelque chose que j'aime bien dans le 2... la bataille avec le... C'est quoi le monstre déjà? Le basilic. Voir Harry manier l'épée, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant à voir parce qu'un petit garçon de 12 ans qui vit au 21e siècle, ben il sait pas... Il a jamais vraiment appris à manier l'épée avant. Mais j'imagine que l'adrénaline est venue au dernier moment. Et en même temps, il a tout fait pour sauver Ginny. Et ça, c'est pas rien. Bon, certes, c'est la petite histoire de son meilleur ami, mais quand même. Par contre, j'ai oublié de vous parler de Lockhart. Pour être honnête, j'aime pas ce personnage. Bon, des fois, il me fait rire, mais il me fait rire un peu de pitié. Dans le livre, au premier coup, il leur fait remplir un questionnaire qui parle de lui. Évidemment, Hermione a tout répondu comme il faut parce qu'elle a toutes les livres. Mais c'est pas un truc à te faire passer par tes élèves. Ouais, au final, après l'épisode des lutins de Cournoye, ils ont pris la décision de leur faire lire juste les livres. Parce que maintenant, quand on y pense, leur formation pour combattre les forces du mal, ben, était pas vraiment adéquate. Quoi qu'à la fin, j'étais bien contente de voir qu'il y a eu ce qu'ils méritaient. Genre, c'est pas bien de mentir et de prétendre qu'ils avons fait des choses quand ce ne sont pas nous qui les ont faites. C'est pas bien. Je pense que c'est tout pour Harry Potter et la Chambre de secret aussi. Et c'était vraiment agréable de voir Ginny pour la première fois. Elle était toute mignonne dans son lieu. Et c'est vrai que dans le livre aussi, je me souviens, il y avait un extrait où on parlait des émotions de Ginny. Qu'elle écrivait tout dans le journal, qu'elle se confiait à Tom Jedusor. Et c'est comme ça que Tom Jedusor s'est rendu compte que je peux facilement me rendre à Harry. Bon, certes, il l'a manipulé, il l'a possédé. Mais au moins, on a su beaucoup plus de choses sur les émotions de Ginny et ça, c'est vraiment intéressant. Ben, c'est agréable d'en savoir plus sur les émotions, qu'est-ce que pense ton personnage préféré. Surtout dans mon cas, et avec les garçons. Ouais, c'est pas évident de savoir en quoi les garçons pensent réellement. Et c'est pour ça que j'adore lire les livres adaptés de films. Parce que tu peux enfin comprendre à quoi ils pensaient. Notamment, par exemple, Kylo Ren, quand j'ai lu le livre Star Wars 9, j'ai enfin pu savoir à quoi Kylo Ren pensait. Et j'avoue, ça m'a vraiment fait plaisir parce que, entre nous, Kylo Ren dans le film, t'as aucune idée à quoi il pense. Et pourquoi il fait ça. Et pourquoi il fait ça. Mais en lisant le livre, j'ai compris beaucoup plus ses intentions. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi j'aime toujours ce personnage.
parce que c'est un méchant, parce qu'il est pas... il est pas cohérent, méchant, il est pas concret. Correct. Je sais plus qu'est-ce que je disais. Bah, je pense que c'est beau. Passe au prochain. À la deuxième position, nous avons Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Pendant longtemps, ça a été vraiment mon film préféré dans Harry Potter. Comment Alfonso Cuarón a changé un peu qu'est-ce que Columbus avait fait. C'était vraiment intéressant. Et aussi, la petite côte qui descend pour aller chez Hagrid, ça, c'est vraiment nouveau. Et j'avoue, c'était vraiment le fun. Dommage que c'était pas là avant. Un faux raccord qu'on finit par accepter finalement. Et aussi, bon, certes, les matchs de Quidditch, c'est ce que j'avais oublié de parler quand je parlais du livre. J'adore les matchs de Quidditch qu'il y a dans ce livre. Et c'est dommage qu'on les a pas dans le film. Mais c'était vraiment la seule chose qui me manquait pour dire mes préférences dans le livre. C'est vraiment les matchs de Quidditch. Et quand il a finalement gagné la coupe. Et quand il découvre on découvre le premier kick de Harry en la personne de Joe. Sinon, il y a autre chose dans le livre. Ben, dans le film. Bon, déjà, tout dans le film, j'aimais ça. Comme j'ai dit, ça a été mon préféré pendant longtemps. Les scènes avec le loup-garou, l'hippogriffe, le Quidditch, les détraqueurs, Sirius Black. J'ai vraiment aimé ce film. Mais ce n'est pas le premier. Bon, rendu là, vous doutez tous quel est mon premier choix. Il s'agit de Harry Potter et le prince de sang mêlé. Dans ce film, certes, comme j'ai dit avec le livre, on voit la romance se développer et on apprend aussi sur les souvenirs de Voldemort. Mais dans le film, on s'est pas mal plus concentré sur leur quotidien et comment leurs relations de cœur se sont développées et je trouve ça intéressant. Certes, j'aurais aimé voir la scène où que Dumbledore va chez les Goons et de voir la mère de Voldemort. Ça, j'avoue, ça aurait été vraiment cool. Et de voir aussi le père Moldu et tout ça. Par contre, et ça, je vais revenir souvent dans la vidéo de comparaison. Mais la scène de baiser entre Harry et Ginny, au début, elle me plaisait bien. Mais quand j'ai lu celle du livre, je me suis dit, ouais, je préfère celle du livre. Certes, des fois, c'est pas évident d'avoir assez confiance en soi pour être capable d'embrasser quelqu'un devant tout le monde. Mais quand t'es dans le mood avec la personne, tu finis par oublier tout le monde qui est autour. Mais ouais, que Harry ait le courage de s'avancer et de l'embrasser. Ça, c'était vraiment pas rien. Ouais, dans le film, par contre, c'est plus Ginny qui s'avance. Quoique c'était une belle initiative de sa part aussi. Mais c'était pas mal malaise, ce qui est vraiment décevant, mais on peut les comprendre. Ils se connaissent depuis l'enfance, et embrasser quelqu'un que tu connais depuis l'enfance, ça peut être difficile des fois. Bon. Ah oui, la mort de Dumbledore. C'était un moment vraiment triste. Et nous avons tous pleuré quand c'est arrivé. Même moi. Mais ce qui est encore plus décevant, c'est que nous n'avons pas vu les funérailles de Dumbledore à l'écran. Et ça en fait rager plus d'un. Même moi. J'avoue, les funérailles avec les êtres d'eau qui arrivent, les centaures, c'était vraiment un moment historique, quasiment. Mais ils l'ont pas mis dans le film. Et je comprends pas pourquoi. Surtout qu'ils ont dit qu'elle allait la voir et finalement, ils l'ont pas eu. Et c'est quand même un moment assez important. Genre, le discours qui fait qui était Dumbledore et tout ça. Bon, ça c'est un peu brisé avec ce qu'on apprend dans le set, mais c'était la personne qu'on pensait qu'il était. Et voir Dumbledore s'en aller, ça me fait signifier qu'une chose. Voldemort allait prendre le pouvoir. Et elle allait faire ça très facilement. Bon, certes, il a eu besoin de mettre sous l'impérium quelqu'un, que finalement qui va donner le ministre, puis tout ça. Bon, certes, il a fait des efforts pour ça. Mais Dumbledore est plus là, il avait le champ libre pour faire tout ce qu'il voulait.
Mais c'est ça l'histoire d'Harry Potter et on l'aime pour ça. Salut. Un petit coucou pendant le montage, j'ai réalisé que j'avais pas enregistré quand je parlais de la première position dans les films. Donc, je vais faire ça maintenant. Donc, à la première position, nous avons Harry Potter et le prince de sang-mêlé. Euh, Comme je l'ai dit dans le livre, pour le livre, c'est là que la romance commence et j'aime beaucoup de voir leur petit train-train quotidien et en plus les sentiments qui commencent à se développer. Et aussi les souvenirs de Voldemort qui sont révélés ici, quoi qu'ils sont que les que tous les souvenirs sont pas présentés. C'est dommage, quoique j'aurais bien voulu voir le souvenir de Dumbledore avec les Goons et de voir la mère de Voldemort, chair en os, et puis son père. Ça aurait été intéressant de voir de quoi ils auraient l'air. Autre chose aussi, qu'est-ce que j'aime dans le 6, c'est le personnage d'Argo Malfoy est totalement bouleversé par la mission que Voldemort lui a confiée, ou plutôt ordonné de faire, ça revient au même. Euh, Tu le vois vraiment torturé, c'est une facette de sa personnalité que nous n'avons jamais vue avant, puisque nous l'avons toujours vu faire sa petite bitch. Mais là, tu vois que c'est vraiment quelque chose, cette mission qu'on lui a donnée. Et qu'on voit qu'il ressent beaucoup de stress. Ça lui prend tout son temps et pourtant il n'arrive pas à réussir à réparer la morale disparaître. Et c'est même de ses amis pour tenter de se concentrer un maximum là-dessus. Mais c'est vrai que ça marche pas alors qu'il panique. Oui, avec toutes les tentatives pour tenter de tuer Dumbledore, ça marche pas. Je peux comprendre que le stress, qu'il y en a un gros, hein. Tu dois toi tuer Dumbledore, ou sinon je te tue et le reste de ta famille. C'est très joyeux tout ça. Donc oui, voir Tom Felton interpréter vraiment spectaculaire comme Draco se sent à ce moment-là, c'est vraiment génial. C'est très bien représenté à l'écran. Autre chose aussi, qu'est-ce que j'aime avec le film, c'est oui, la mort de Dumbledore est tellement bien représentée à l'écran que nécessairement on pleure quoi. C'est vraiment émouvant. Et aussi la scène des funérailles qui était supposée avoir dans le film, mais qui l'ont pas mis finalement, ça a fait rager pas mal de fans. Effectivement. C'était quand même une scène importante qu'il fallait être là. Euh, Avec le disco qui était Dumbledore et tout ça. Moi, je trouve que c'est vraiment important. Et c'est dommage qu'il l'ait pas mis finalement. Encore un souci de temps et d'argent, probablement. Je pense que c'est pas mal tout. Ouais, le moment avec Ginny, c'est le fun. En tout cas, le baiser entre Harry et Ginny, par exemple, je l'avais pas mal aimé quand je l'ai vu la première fois, mais dès que je l'ai lu dans le livre, j'ai préféré celui du livre. Tu vois Harry beaucoup plus courageux qui s'élance vers elle pour l'embrasser. Alors que tout le monde les regarde, c'est. Des fois, c'est pas vraiment. Ça dépend. Euh, Dans un sens, tu peux être gêné que tout le monde te regarde pendant que tu t'embrasses, mais en même temps, le monde extérieur s'évapore complètement pendant que les deux s'embrassent. Donc, ça peut se faire, effectivement. Et j'aurais tellement aimé ça, de voir ça au cinéma. Et à la place, on a ça, ce moment malaisant. Bon, certes, ils sont dans la salle sur demande, il y a des cris d'oiseaux, c'est romantique. Mais pour les deux acteurs, c'est vraiment malaisant. Ils se connaissent depuis l'enfance et ça doit être vraiment difficile d'embrasser la personne qu'on connaît depuis qu'on est enfant, quoi. Donc,
C'est fini pour ma petite intervention pendant le montage. On retourne avec la moitié du passé. Ce qui conclut cette vidéo des top 7 et 8 de Harry Potter. J'espère que cette vidéo vous plaira, parce que j'avais très hâte de la tourner, pour être honnête. Bon, j'imagine qu'on se voit pour une prochaine vidéo. À plus! Espérant que vous avez apprécié, je vous invite à laisser un commentaire, à liker la vidéo et abonnez-vous. C'était John Aria et compagnie et je vous souhaite une bonne journée.